Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Dans cette émission, nous essayons de prendre le temps dont parfois le tumulte de l'actualité nous prive, le temps de la réflexion, de l'analyse, de la mise en perspective avec l'ambition de comprendre ce qui nous arrive et peut-être aussi ce qui s'annonce. Et ce soir, nous sommes avec Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre, ancien député, fondateur de la France Insoumise et coprésident de l'Institut La Boétie. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Cette émission, je vous le précise, est enregistrée dans les conditions du direct. Tout ce que vous direz sera donc diffusé tel que vous l'aurez dit, sans montage. Nous sommes ensemble pour environ 40 minutes. Vous aurez donc du temps pour développer vos idées. Nous allons consacrer l'essentiel de cette émission à l'actualité internationale, qui est dense et préoccupante. Et avant d'y entrer pleinement, je voudrais vous poser une question très brève à laquelle j'aimerais, dans la mesure du possible, que vous fassiez également une réponse assez brève, puisque l'idée, ça serait de synthétiser une pensée. La guerre de la Russie contre l'Ukraine, le partenariat sans limite entre la Russie et la Chine, l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, tous ces éléments dessinent-ils un nouveau monde dans lequel les repères sont bouleversés? Et dans l'affirmative, comment vous définiriez ce nouveau monde? Sans aucun doute, nous sommes sur le seuil d'une nouvelle organisation du monde, pour la raison que l'ancienne s'est effondrée. L'ancienne, c'était la domination sans partage des États-Unis d'Amérique, qui a pu faire croire à beaucoup de monde que le monde avait toujours été comme ça. Mais non. Et d'autres réalités sont à l'œuvre depuis longtemps. Donc, un ancien ordre du monde dominé par les États-Unis d'Amérique et un nouvel ordre du monde dont on ne sait pas par qui il sera dominé et s'il sera dominé, si vous permettez qu'une alternative soit également dessinée. Je pense que, comme toujours, ce type de situation génère des risques immenses parce que chacun des protagonistes va chercher à prendre des avantages stratégiques dont il espérera qu'ils soient irréversibles. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, qui le font avec une pugnacité d'autant plus grande qu'ils sont persuadés d'avoir perdu la main. Mais d'autres peuvent, dans le nouvel ordre, chercher à se gagner une place. C'est le cas des Russes, c'est le cas de ceux qui participent aux BRICS, et c'est en second rideau, la Chine, qui voit bien des choses s'agiter, et qui est la grande puissance économique actuelle qui domine réellement économiquement le monde. Donc, on sort de quelque chose qui était injuste, brutal, etc. Et on ne sait pas dans quoi on entre. Et ça se joue en ce moment. On va entrer dans le vif du sujet avec ce nouveau front militaire engagé par Israël contre l'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou invoque une question de survie pour son pays en affirmant que l'Iran était sur le point d'accéder à l'arme atomique. Je rappelle que l'Iran a régulièrement affirmé sa volonté de détruire l'entité sioniste. Vous réfutez l'argument de l'imminence de l'arme atomique iranienne et vous rappelez que cela fait des années que l'on dit que l'Iran est sur le point d'y parvenir. Pour vous, l'opération militaire contre des cibles iraniennes n'est qu'un prétexte à la fois pour détourner l'attention de Gaza et aussi à des fins de politique intérieure. Est-ce que vous pensez que les dirigeants israéliens sont capables d'un tel cynisme? Oui, tout à fait. Ils sont capables d'un génocide. Par conséquent, ce n'est pas un cynisme ordinaire en politique. C'est pas la première fois. Vous savez ce qu'on dit, c'est que quand une guerre commence, la première victime, c'est la vérité. À partir du moment où une guerre commence, chacun donne sa vérité à voir et elles sont absolument antinomiques. Il y a une part de calcul, de manœuvre interne, etc. On ne peut pas croire M. Netanyahou quand il nous dit que c'est éminent, la possession de l'arme atomique, d'abord parce qu'il le répète sans arrêt tous les 6 mois depuis 1996. Et il n'est pas le seul à le dire depuis des années. Oui, ben allez-y, donnez Non, la liste, mais je veux dire ça, par là que les États-Unis l'ont dit aussi à plusieurs reprises. Enfin, il n'est pas le seul, la seule personnalité à dire ça. Si, que c'est imminent, il est le seul. Parce que les Iraniens veulent avoir la maîtrise de l'énergie atomique et sans doute l'arme elle-même, ça c'est une certitude, et depuis un grand moment. Mais l'imminence de la mise à disposition de cette arme, oui, c'est l'argument de M. Netanyahou. Alors quand vous dites les États-Unis, pour prendre cet exemple, vous savez que les États-Unis ont 19 agences de sécurité, une fois de temps à autre, c'est-à-dire une fois par an, ils se mettent d'accord pour écrire un rapport. Dans le dernier qui est paru, je crois que c'était dans le semestre là qui vient d'avoir lieu, ils disent non, le risque de l'arme nucléaire n'y est pas,
à la fois parce que les Iraniens ne disposent pas des quantités d'uranium concentré dont ils ont besoin, et deuxièmement, ils n'ont pas le vecteur pour porter une telle arme, et troisièmement, la capacité de réduire. Mais pour autant, ça ne signifie pas que, dans mon esprit, je pense que l'Iran n'avait aucune intention militaire avec l'arme. Non, je ne le crois pas. D'ailleurs, s'il faut s'arc-bouter pour la lutte contre la prolifération nucléaire, c'est parce que cette idée est dans d'innombrables têtes dans le monde. Et les événements qui viennent d'avoir lieu sont un encouragement à s'équiper militairement d'instruments, de bombes atomiques, parce que c'est le seul moyen dont on dispose pour faire de la dissuasion et empêcher quelqu'un de vous attaquer. C'est ce que les Français ont compris avant tout le monde, sous le général de Gaulle, en s'équipant d'un moyen défensif. Donc, et d'autres pays ont accédé, par exemple, qui sont autrement plus dangereux, le Pakistan, l'Inde, qui sont voisins avec la Chine et dans des tensions un peu partout. Alors, l'Inde et la Chine ont apaisé leur conflit. L'Inde et le Pakistan, l'Inde et le Pakistan, par contre, sont en pleine tension. Les deux sont équipés nucléairement. Et là, dans cet espace géographique, Israël est la seule nation équipée d'armes nucléaires, avec l'aide des Français qui les ont aidés, qui ont aidé dans ce les pays années 60, à accéder. Oui, et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je fais partie de ceux qui, comme d'autres pays le disent, sont partisans de la dénucléarisation de toute la région. Seulement de la région ? Commençons par là. Je parle de cette région. Bien sûr, je suis pour la dénucléarisation du monde, mais c'est un vieux sujet qui n'a guère avancé, puisque vous savez qu'on discute moins maintenant de la destruction des armes atomiques, que ce n'est plus la guerre froide, que du temps de la guerre froide, où on en parlait d'une manière constante, et où des décisions avaient été prises qui étaient plutôt pas mal pour nous les Français, comme l'interdiction des missiles de 5000 à 500 km. Bon, tout ça aujourd'hui, c'est comme si c'était pas des sujets. C'est pourtant des grands sujets, on y reviendra, je pense, quand vous me parlerez de l'Ukraine et de la Russie. Mais pour rester sur le sujet qui vous occupe, oui, c'est un prétexte. Alors, après, chacun jugera en stratège. Est-ce que c'était le bon moment ou pas? En tout cas, c'est le moment qui a convenu à M. Netanyahou, parce que c'est le moment qui lui permet de faire carton plein. Mais on ne parle plus de Gaza, on peut demander aux Américains d'intervenir, et on provoque dans le monde une solidarité, car le premier qui ose dire qu'il y a un problème d'attaquer comme ça est aussitôt repas en partisan des mollahs, ce qui, dans mon cas, est assez amusant, vu que j'y ai toujours été hostile. Jean-Luc Mélenchon, vous soulignez que c'est Israël qui a lancé une opération militaire, ce qui est un fait, contre l'Iran. Mais l'Iran, indépendamment de la question de l'accès à l'arme nucléaire, l'Iran n'est-il pas depuis des années, à travers ce qu'on appelle ses proxys, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, l'Iran n'est-il pas plus qu'une simple menace pour Israël, mais un véritable adversaire? Sans aucun doute, oui, un adversaire, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, les dirigeants iraniens, dans des moments d'exaltation, mais qui méritaient qu'on s'y arrête, avaient de longue main menacé l'existence même de l'État d'Israël, qui est inacceptable, parce que, notamment pour les gens comme moi, qui pensent qu'il y a une solution à deux États qu'il faut trouver, et deux États, ça ne veut pas dire un ayant été rayé de la carte. On ne peut pas accepter ça. Et le régime iranien, en quelque sorte, une prédilection pour la confrontation avec Israël et entretient une présence dans une partie qui implique bien d'autres paramètres, et vous le savez sans doute mieux que moi, puisque vous êtes un spécialiste de la politique internationale. Mais entretenir une relation privilégiée avec le Hezbollah, les Houthis au Yémen, j'en passe et d'autres, c'est une autre partie que jouait l'Iran contre d'autres monarchies, contre d'autres pays, notamment les monarchies pétrolières. Donc oui, l'Iran n'a jamais été un pays tranquille à l'égard de ses voisins, même lointains, n'est-ce pas? Et quand l'Iran a changé de régime, certains, à gauche, au nom de l'anti-impérialisme, acclamaient la réussite de M. Khomeini. À l'époque, ça n'était pas du tout mon cas. Et je me souviens que les puissances issues de l'accord de Yalta, de cet accord entre le monde communiste et le monde capitaliste, s'étaient précipitées pour essayer de les contenir. Côté russe, les Russes sont entrés en Afghanistan, parce qu'il y avait un danger pour eux d'après eux, et de l'autre côté, c'est l'Irak qui est entré, équipé par les Français, notamment,
qui sont entrés les deux en guerre pendant 10 ans contre l'Iran. Je parle de l'Irak. L'Afghanistan avait d'autres chats à fouetter à l'époque. Je sais pas, vous l'avez fait exprès, d'autres chats à fouetter à propos non, pardon. De l'Iran. Vous m'y faites penser, oui. Non, mais il n'y avait pas de chat là-bas en Afghanistan. Oui, non, mais c'est vrai qu'avec... Il y a des connaissances qu'il faut avoir en attendant, si je peux me permettre de le dire, pas sur le chat, mais il y a des pays qu'il est impossible de vaincre. Et l'Afghanistan ne peut pas être vaincu, il a battu tout le monde. L'histoire contemporaine tend à le démontrer. Je voudrais citer ce que vous avez écrit sur votre blog il y a quelques jours, c'était le 15 juin. J'ouvre les guillemets. Le ciblage sur son armement nucléaire aura été sans équivalent pour l'Inde et le Pakistan à leur époque de recherche et d'armement. Notez-le. La haine et la peur de l'Iran est l'argument directement tiré du catéchisme islamophobe de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Je réduis un peu la citation parce qu'elle est extrêmement longue. J'en viens à la fin. L'argument, dites-vous, l'argument de l'Iranien atomique vient compléter la caricature du musulman égorgeur et du violeur OQTF des esprits faibles comme celui de Bruno Retailleau. Est-ce qu'il faut comprendre que, selon vous, l'hostilité au régime iranien que partagent d'assez nombreux pays dans le monde résulterait de l'islamophobie et non pas d'une réflexion géopolitique ou sur le caractère tyrannique, liberticide de ce régime? Je me demande pourquoi vous me posez la question, puisque la citation est tout à fait explicite. La citation que vous venez de faire dit « l'argumentaire ». Je suppose que vous faites la différence entre un argumentaire et une affirmation. L'argumentaire des ennemis de l'Iran aujourd'hui emprunte au catéchisme, c'est ce qui est dit là-dedans, de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. J'espère que nos auditeurs se représentent qui est Samuel Huntington. Le texte est de 1996, la chute de l'URSS est de 91. 5 ans après, les États-Unis d'Amérique produisent un catéchisme. Ils ont hésité. Au début, il y avait celui qui disait c'est la fin de l'histoire. Pas du tout, c'est pas la fin de l'histoire, la guerre continue. Et le livre de Samuel Huntington désigne le monde musulman comme l'ennemi de l'Occident. Et le début du livre, je vous invite à le lire, fait l'état du rapport de force entre les États-Unis d'Amérique et l'Occident et le reste du monde. Donc voilà ce qui, depuis 1996, est la doctrine des États-Unis. Permettez-moi de dire que vous n'en avez pas parlé sur votre antenne, c'est dommage, il y a eu un texte qui est sorti par le département d'État des États-Unis d'Amérique, un peu comme si nous, notre ministère des Affaires étrangères, faisait une déclaration sur 3, 4 ou 5 pages pour expliquer les vertus de la laïcité, de la République, etc., etc. Et ce document se réfère directement à Samuel Huntington et à la lutte de l'Occident chrétien avec le reste du monde. Donc, ce que je dis, c'est que l'Iran est une cible d'autant plus intéressante pour ceux qui utilisent ce catéchisme. Et parce que l'Iran est un pays musulman, les connaisseurs savent qu'on ne peut pas émettre toujours un signe égal entre un pays chiite et un pays sunnite, quoique, dans la récente période, M. Netanyahou aura au moins réussi à réconcilier l'Arabie Saoudite avec l'Iran, puisque ce royaume parle aujourd'hui de pays frères. Donc, voilà ce que ça veut dire. Si votre question est « est-ce que je crois que le gouvernement actuel de l'Iran est exempt de critiques », je dis que non seulement il n'en est pas exempt, mais c'est un devoir. Par exemple, beaucoup de députés insoumis aujourd'hui parrainent des condamnés à mort par ce régime. Et ce régime, nous l'avons toujours condamné. Et vous n'aimez pas les théocraties? Ah ben non, mais je n'aime aucun des prophètes inspirés, que ce soit des Khamenei ou que ce soit des Netanyahou qui vient de dire qu'il va changer la face du monde et qui se réclame des prophéties d'Isaïe ou de Samuel, parce que je connais tous ces textes. Donc je ne les aime pas, ni en particulier ni en général. Mais entendons-nous bien, que l'on ne soit pas d'accord n'autorise pas un pays à aller en agresser un autre. Parce que si nous devions agresser tous ceux qui nuisent à nos intérêts, on serait nous-mêmes en guerre, souvent et beaucoup. Donc mettons les choses là où elles sont. Qu'avons-nous à faire aujourd'hui? Défendre l'idée d'un droit international, c'est-à-dire que le monde doit être gouverné par des règles communes et non par la loi du plus fort. Il faut se cramponner à ça, parce que si ça s'effondre, il n'y a plus que la loi du plus fort, c'est-à-dire la guerre généralisée. Et nous en sommes très menacés. Avant de passer au développement qui nous enverront vers la région Asie-Pacifique, qu'est-ce que représenterait pour vous l'Iran disposant de l'arme nucléaire? Ou un danger.
Je suis contre. Alors on me dit des fois... Oui, vous l'avez dit, vous êtes contre. Oui, non, mais on me dit, oui, mais ça te va bien, toi t'es français, vous avez l'arme nucléaire. Ben, très bien, expliquez-moi. Je suis aussi partisan de la non-prolifération et de la dénucléarisation. Expliquez-moi en quoi le fait que quelqu'un de plus ait une bombe, ça va faire baisser le niveau de tension. Non. De même que j'étais hostile au fait que l'Inde ait l'arme nucléaire et le Pakistan aussi. Et je le suis d'une manière générale et je le reste. Je suis contre la diffusion de l'armement nucléaire. Alors, il y a une difficulté, c'est que certains pays considèrent que le nucléaire civil est un renfort considérable pour la production d'énergie et veulent s'en doter. Et ça devient difficile pour des pays comme les nôtres de dire non, non, pas question, alors que nous-mêmes, nous avons et la bombe et des centrales nucléaires. Pour ma part, je suis contre les centrales nucléaires civiles parce que je les trouve dangereuses. Je n'ai pas toujours dit ça. À une autre époque, je pensais que c'était une très bonne idée. Mais après Fukushima, disons que j'ai quand même commencé à comprendre qu'il y avait un très gros problème quand ça se détraque. Donc, il est difficile pour nous de dire à des pays « Ah ben, vous n'aurez rien ». Alors, qu'avait-on fait, sachant que c'était un danger? La diplomatie française a fait un travail magnifique. C'est-à-dire qu'on a commencé à négocier avec l'Iran comment on ferait pour être certain que le nucléaire civil dont ils prétendaient qu'il était leur unique but ne devienne pas un nucléaire militaire. Et c'est dans ces conditions qu'un traité international a été signé. Et le traité, je m'empresse de le dire, c'est pas une affaire de naïf de signer un traité. Il y avait des clauses qui permettaient de repérer le moment où éventuellement les Iraniens auraient mordu le trait et on aurait pu leur dire attendez là, vous êtes en train de sortir du cadre, ça va pas le faire. Bon, donc c'était un bon accord. Les États-Unis ont décidé tout seuls de sortir de cet accord. Donald Trump, lors de son premier mandat. Mais oui. Alors on s'est beaucoup demandé si c'est parce que son prédécesseur l'avait signé que c'était M. Obama. Mais en attendant, du jour au lendemain, l'accord a été piétiné. Et on a traité l'Iran comme un ennemi. Nous-mêmes, les Français, nous avons été obligés de replier tout ce que nous avions déjà commencé à déballer là-bas en Iran, usines pour les voitures, enfin toutes sortes de choses qu'on avait prévu de faire avec les Iraniens. Donc, à la sortie de tout ça, tout a été gâché. Et je veux dire que, je dis bien gâché, car c'était la première fois qu'on trouvait une issue pacifique à la marche d'un pays vers le nucléaire. On n'a jamais trouvé ça pour l'Inde, ni pour le Pakistan, ni pour la Corée, j'ai oublié de la citer jusqu'à présent, mais on peut aussi mettre la Corée dans le paquet. Nous ne sommes pas d'accord, nous Français, c'est traditionnel, c'est pas que moi Mélenchon, nous ne sommes pas d'accord, nous Français, pour la prolifération des armes nucléaires, et nous sommes d'accord pour renoncer aux nôtres, à la condition qu'on commence par les autres, évidemment, puisque nous sommes les moins armés. Ouais. Alors, on va entamer, et on va s'interrompre dans quelques instants pour un point sur l'actualité, mais on va entamer la question de la zone Asie-Pacifique, puisque vous dites que la partie, je vous cite, la partie pour la domination sur le monde ne se joue pas au Moyen-Orient, mais dans la zone Asie-Pacifique, entre les États-Unis et la Chine, et vous dites même que Donald Trump prépare une guerre, et que ça explique, entre autres, son attitude aujourd'hui à l'égard de l'Iran, qui est d'ailleurs un peu incertaine, puisqu'il vient de se donner 15 jours de réflexion pour savoir ce qu'il faisait. Quelle guerre prépare, selon vous, Donald Trump? Alors, d'où je tire cette certitude? D'abord, pour qu'on dise pour nos auditeurs, s'ils ne le savent pas, la zone Asie-Pacifique a changé de nom, elle s'appelle Indo-Pacifique. Oui. Bon, c'est-à-dire que ceux qui ont inventé le concept en ont élargi le domaine d'application. Deuxièmement, nous Français sommes concernés puisque de nombreux territoires français se trouvent dans cet espace. La Polynésie, la Kanaki-Calédonie, etc., etc. Nous sommes donc présents et donc nous ne pouvons pas dire écoutez, faites ce que vous voulez, ça ne nous concerne pas. Non, ça nous concerne. J'ai oublié la Réunion, j'ai oublié Mayotte, enfin je cite... nous sommes présents. Et d'ailleurs, les autres aussi sont présents parce que l'île Maurice, qui n'est pas très loin de la Réunion, a dorénavant une base indienne. Hein. Bon, par exemple, les Seychelles aussi. Donc la partie est engagée. Pour terminer la petite présentation vite fait, il s'agit de 50% de la surface du globe terrestre, 60% de la population et 2 tiers de la population mondiale et 2 tiers du commerce mondial. Donc c'est vraiment la zone clé. Les Américains savent très bien que dans cette zone, il y a la première puissance productive du monde, la Chine, et deuxièmement, la puissance qui va arriver et jaillir elle aussi à très haut niveau, l'Inde. Donc ils ont dit, eux, pas moi Mélenchon, ils ont dit que c'était un adversaire systémique. Si vous avez lu attentivement les déclarations du G7, de l'Europe et de l'OTAN, c'est un adversaire systémique. Et les Américains, ce sera ma dernière citation, disent
Il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Je vous interromps, on reprend dans quelques minutes le cours de cette émission. Je vous interromps pour que nous fassions un point sur l'actualité. On se retrouve dans quelques instants. Revenons, Jean-Luc Mélenchon, à ce dont nous parlions avant les informations, la zone Asie-Pacifique. Emmanuel Macron a souvent parlé de la zone, d'ailleurs lui en effet il dit Indo-Pacifique. Il s'est récemment rendu, je vous vois sourire, il s'est récemment rendu dans 3 pays d'Asie, Vietnam, Indonésie et Singapour. Est-ce que selon vous, il a pris la juste mesure de ce qui se joue dans la région ? Oui, je crois. Je crois qu'il s'est rendu compte, après moi et un peu tard, de l'ampleur de ce qui se dessinait. Je pense que le moment qu'il a secoué, c'est quand les Australiens ont décidé de ne pas nous acheter nos sous-marins, pour lesquels ils avaient signé et commencé à payer. Et tout d'un coup, M. Macron a découvert que nous n'étions pas l'enfant chéri de l'oncle Sam. L'oncle Sam a dit à l'Australie, l'oncle Sam c'est les États-Unis d'Amérique, a dit à l'Australie, mettez-moi ces Français dehors, et ils sont revenus à leur bonne vieille entente, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Canada, États-Unis d'Amérique, et ces 5-là, les 5 œils qui surveillent le monde, ont décidé que les Français n'avaient rien à faire dans le système. Avec une décision aberrante, les Australiens ont décidé d'acheter des sous-marins américains équipés de moteurs atomiques. Bon, tout ça est stupide, ils n'ont pas les installations, on le leur a dit, et ils nous avaient demandé à nous des sous-marins conventionnels. Pour finir, ils n'auront ni les Français ni les Américains, vu que les Américains viennent de les lâcher. Mais à ce moment-là, M. Macron a eu la mortification de se faire jeter dehors de la zone comme un malpropre, et je pense qu'il l'a très mal pris. Mais il a des atavismes atlantistes personnels tels qu'il ne peut pas trop le dire. Donc, il a compris, il a étudié, et il a décidé de se rendre sur place, où il a tenu des discours à caractère quasi insoumis, puisqu'il a dit à tout le monde, ce qu'il nous faut, c'est une France non alignée. Jusque-là, ça faisait partie de mon vocabulaire, et il ne l'avait pas pris en charge, mais les bonnes idées sont là pour être partagées. Donc, il dit à tout le monde, il faut être non aligné, et immédiatement, il passe son petit pactage, ni Chine, ni États-Unis. Bon, ça n'est pas que malhabile, parce qu'il y a beaucoup de pays qui, sans aimer les États-Unis, pour autant ne raffolent pas de la Chine. Bon, alors, c'est pas trop mal vu. Et il a essayé de poser mais les pays auxquels il parle sont aussi pris dans un principe de réalité. On est bien content qu'on nous ait proposé d'installer la signalétique du métro au Vietnam, mais d'autres installations plus lourdes sont prises en charge par d'autres que nous. Mais je ne veux pas barguigner. Il a été là-bas, il a dit qu'il fallait être non aligné, que la France l'était. Si jamais c'est au tour des insoumis de gouverner ce pays, je promets que sur ce point, il n'y aura pas de rupture. Donc, les Français ont compris, mais encore une fois, trop tard, un certain nombre de choses. Pourquoi trop tard ? Ce retard, il est préjudiciable ? Ah ben oui, parce que pendant que nous, on faisait toutes sortes de démonstrations attendrissantes avec le Dalai Lama, les Allemands, eux, qui ont moins de sentiments que nous, ont été arranger leurs affaires avec les Chinois. Vous voulez dire en contrariant la Chine à l'époque, quoi, c'est ça avec le Dalai Lama. Parce que nous, bien sûr, on suivait ce que les Américains nous avaient dit de faire. Bon, et pendant ce temps, les Allemands, eux, qui n'ont pas des sentiments aussi profonds ni aussi émouvants, eux se sont entendus sur l'industrie, sur ceci, sur cela, et notamment sur une ligne de chemin de fer direct entre la Chine et l'Allemagne. Et nous arrivons d'une certaine manière trop tard, mais il est encore temps de rectifier. Donc, nous pouvons prendre appui sur la tournée qui a été faite par le président Macron pour prolonger cette politique, l'intensifier partout où nous le pouvons. Mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire ne pas commencer à jouer, à taquiner la Chine. Les Français, avant tous les autres pays, ont signé sous l'autorité du général de Gaulle l'accord qui reconnaissait la République populaire de Chine comme une seule nation. Il n'y a qu'une seule Chine. Et l'ONU a reconnu la Chine comme une seule nation, et même fichu dehors les malheureux journalistes de Taïwan du siège de l'ONU. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Les Chinois... Vous dites que ça ne sont pas nos affaires. Nous n'avons rien à... pas nous en mêler, c'est ça ? Il ne faut pas les mettre les doigts dans tous les nids de frelons qui existent sur la planète. Bon, là, c'est une affaire de Chinois entre les Chinois. Mais si vous trouvez normal qu'on se mêle de Taïwan, je suppose que vous trouverez normal à ce moment-là que les Chinois se mêlent de nos débats internes avec les Corses, par exemple. Non, bien sûr que non.
Donc, appliquons aux autres ce qu'on ne voudrait pas que... faisons aux autres comme on voudrait qu'on fasse nous pour nous-mêmes. Voilà. Donc, Taïwan est une question qui est posée aux Chinois. Et je prends le pari qu'ils trouveront une solution pacifique. Pour une raison très simple, c'est que les deux économies sont extrêmement intriquées, que les deux populations sont extrêmement intriquées. Aujourd'hui, la population majoritaire sur l'île de Taïwan, ce sont des Chinois Han, et quand on leur pose la question de savoir s'ils sont prêts à continuer leur carrière sur le continent, ils répondent oui. Donc, bien sûr, il y a des indépendantistes, mais c'est une affaire de Chinois. Nous ne sommes pas, nous, les puissances qui doivent aller là-bas, dire, voilà, on vient vous donner des armes, on va faire ceci, on va faire cela, parce que ça ne correspond à aucun intérêt, ni français, ni européen. Alors, je ne vois pas pourquoi on le ferait. Je préfère le dire maintenant, parce que des gens me disent, vous savez, chaque fois que je me trouve dans cette situation, j'ai beau condamner 100 fois M. Poutine, on continue à me dire que je ne suis pas clair. Mais si, je le suis, je ne suis pas d'accord pour qu'il envahisse l'Ukraine. On n'aime pas mon argument, c'est que je dis, en général, nous avons été envahis, nous, par notre voisin 4 fois. Donc, vous parlez de l'Allemagne. Bien sûr, oui. Bah, c'est vous qui l'aurez dit. Hein. Mais oui, de l'Allemagne, évidemment, qui nous a envahis. Hein. Une fois, les Italiens, ils ne sont pas allés plus loin que le poste frontière dans les Alpes. Bon, donc, cette situation, nous n'avons pas à... C'est pareil pour l'Iran. Alors, comme on n'aime pas l'Iran, alors ceux qui n'aiment pas le régime qui est au pouvoir en Chine, eh bien, alors, ça leur donnerait le droit d'attaquer ? Ben non. Si vous faites ça, il n'y a plus d'ordre international. Si je dis ça, c'est pour que l'on comprenne bien que mon point de vue et celui des Insoumis, c'est un point de vue réaliste et c'est un point de vue qui cherche à construire le futur. On ne construit pas le futur contre les Chinois. Voilà, ça n'existe pas. Donc croire que aussi en leur tapant dessus, on va faire bouger les choses est une stupidité immense et on peut le dire aussi un crime contre la civilisation humaine. Parlons de Gaza, Jean-Luc Mélenchon. Vous employez, vous et les Insoumis de manière générale, systématiquement le terme de génocide pour décrire ce qui se passe à Gaza. Est-ce que ça signifie que, selon vous, Benjamin Netanyahou est le projet d'éliminer la population de Gaza, puisque la particularité du crime de génocide, vous le savez, tel que le définit le droit international, c'est qu'il doit y avoir une intention génocidaire. Oui, bien sûr, ben, je confirme. Pour vous ? Bah, écoutez, il est quand même mis sous mandat d'arrêt par la Cour internationale de justice, et lorsqu'il y a eu la Cour de la Haye, je m'y trouvais ce jour-là, donc je peux vous en parler quasiment comme un petit journaliste. J'ai vu ce qui se disait, ce que disait l'Afrique du Sud qui a fait la démarche, ce que répondait la défense israélienne. Je le dis parce que sur un certain nombre de médias, y compris d'État, on n'a passé que les avocats de M. Netanyahou et pas ceux de l'Afrique du Sud. L'argumentaire de l'Afrique du Sud, ça a été de reprendre ce qui décrit, comme vous venez de le dire, un génocide, et la Cour de la Haye a dit, eh ben, il y a un risque de il y a génocide. des risques ou des éléments constitutifs. Mais c'était, voilà. Oui. Mais ils disaient eux-mêmes, bon, nous on répond pas sur ce sujet, on répond sur le moment. Et sur le moment, il y avait un risque, et puis ensuite il y a eu l'inculpation. Moi je dis... Mais l'inculpation, ça n'est pas pour génocide. C'est pour crime contre l'humanité, non ? Oui, bah... non, mais bien entendu, il ne s'agit pas d'hierarchiser. Mais, bon, bah, si, mais vous savez bien que le terme génocide a une symbolique très particulière, et peut-être en particulier quand on parle d'Israël. Non, je ne crois pas. Non ? Je pense que les mots appartiennent à tout le monde. Et que s'il faut en inventer un autre pour ne pas offenser la mémoire de l'histoire, eh bien, inventons un autre et proposez-le-moi, et je l'utiliserai. Mon intention n'est pas de faire un parallèle entre la barbarie nazie et ce qu'est en train de faire M. Netanyahou. C'est autre chose à un autre moment. Je n'ai pas là le moment d'expliquer comment ont évolué les guerres pratiquement partout en guerre ethnique, puisque maintenant tout le monde... Mais c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, les caractéristiques. Lesquelles sont-elles ? Population assiégée, affamée, à qui on retire de l'eau, et le massacre de toute la population, avec une prédilection pour les enfants, une indifférence absolue au fait qu'on y assassine les femmes. Or, ça fait partie des caractéristiques du passage à une politique génocidaire d'après les observateurs internationaux. C'est pourquoi nous utilisons ce mot, comme de nombreux États le font, et je crois que ça décrit assez bien. Et d'ailleurs, pardon de vous le dire, mais là je parle de M. Netanyahou, mais il y a pire que Netanyahou. Dans le gouvernement d'Israël, il y a M. Smotrich, il y a M. Ben Gvir, qui eux n'ont pas les pudeurs de langage des autres. Hein. Ils disent carrément, allez hop, il dit, il n'y a pas d'innocents.
Et on a entendu plusieurs ministres dire les femmes, les enfants, il n'y a pas d'innocents. Même les enfants sont coupables. Il faut les tuer. Donc, et c'est d'ailleurs là-dessus que s'est appuyée la Cour de la Haye pour dire nous entendons la plaidoirie de l'Afrique du Sud qui n'a pas présenté des cadavres. L'Afrique du Sud a présenté des personnalités tenant des raisonnements. Et vous voyez qu'il y a des ministres qui clairement annoncent une politique génocidaire. Donc n'exagérons pas, nous ne sommes pas, nous, en train d'exagérer. Nous utilisons un mot. Mais je vais vous le dire encore. Ouais. Si vous en avez un autre, pour ne pas qu'il n'y ait la possibilité d'un parallèle, car je n'ai pas l'intention de mettre un signe égal entre les nazis allemands, qui étaient nos voisins, et M. Netanyahou, parce que c'est autre chose ce qu'il fait. Et quand maintenant il dit qu'il espère bien qu'il y a des gens qui acceptent d'accueillir les Palestiniens, ailleurs et le plus loin possible, eh bien, il est dans cette logique qui consiste à éradiquer un peuple, annuler sa culture et son sentiment d'appartenance commune. Est-ce que vous pensez avoir pris la juste mesure, la pleine mesure du traumatisme qu'a représenté pour Israël l'attaque du 7 octobre 2023 ? Bien sûr. Bien sûr. Et il suffit de se référer à ce que j'en ai dit sur le champ, la compassion que j'ai exprimée, en disant que les populations civiles allaient subir le choc d'une guerre terrible, et il n'y avait pas besoin d'être un grand devin pour prévoir que ce serait terrible. Ce que je n'avais pas prévu à l'époque, c'est que ça durerait 20 mois et qu'on assassinerait tout le monde. Mais sinon, bien sûr que j'en ai pris... Écoutez, quel est le sens d'une interrogation comme celle-là ? Vous savez, c'est très facile. On dit « Ah bah vous n'avez pas dit, personne ne va vérifier. » Je ne dis pas que vous êtes en train de faire ça, mais c'est ce qu'on vient de me faire pendant 20 mois. Vous n'avez pas dit, personne ne va vérifier. Vous avez dit, personne ne va vérifier. Je n'ai jamais utilisé, par exemple, l'expression qui m'a été prêtée par un dirigeant socialiste de très haut niveau qui a dit que j'aurais parler de sionie génocidaire. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et pour plein de raisons, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est parce que pour moi, la partie ne se joue pas sur ce terrain. Elle se joue sur la question de l'ordre international. Et est-ce qu'il y a des nations qui considèrent qu'elles sont, par suprématisme, au-dessus de tout ça ? Eh bien, ce n'est pas mon avis. Alors, voilà, je crois en effet que c'était douloureux, mais avez-vous pris, vous qui m'écoutez, la mesure de 20 mois de massacre ininterrompu ? Ouais. Je voudrais vous demander une chose. Le discours de LFI sur le conflit israélo-palestinien est régulièrement brouillé par les accusations d'antisémitisme et vous devez consacrer, vous et les Insoumis, beaucoup d'énergie à vous en défendre de cette accusation. Comment expliquez-vous que vous ne parveniez pas à tordre le cou à ces accusations ? Ben parce qu'elles ne tombent pas du ciel ni de l'évidence. Et d'ailleurs, vous voyez vous-même, vous reprenez. Vous savez que c'est une consigne. Est-ce que vous le savez ? Une consigne. Vous ne le savez pas ? Dites-moi. Non, mais est-ce que vous savez que c'est une consigne donnée par les milieux proches de M. Netanyahou de nous persécuter de cette manière-là ? Donc nous avons un ennemi en face de nous. Je peux vous assurer que je n'ai pris aucune consigne, n'ai reçu aucune consigne de qui que ce soit. Ça me fait plaisir. Mais je peux vous l'assurer, vraiment, oui, et c'est très important. Mais je vous crois très volontiers. Mais je pense que vous entendez bien. Vous entendez bien. Attendez. J'ai essayé d'être subtil dans ma question. Non, mais j'ai compris que c'est subtil. En vous demandant... Pourquoi vous ne parveniez pas à tordre le cou à ces accusations ? Voilà. Est-ce que j'étais en train de vous répondre et vous le prenez mal ? Écoutez-moi. Non, je vous écoute. Mais vous n'êtes pas le premier qui fait ça. Parce qu'il y a une deuxième manière d'attaquer, courtoise, la vôtre, qui est de dire « Mais comment ça se fait ? On vous accuse et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. » Conclusion, c'est quoi, à votre avis ? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous ne vous y prenez pas comme il faut. C'est tout simple. Oui, bien sûr. On ne peut pas convaincre nos adversaires d'arrêter. Parce qu'ils font une politique de propagande qui est menée avec beaucoup d'habileté et de méthode et d'ordre sur tous les plateaux sur lesquels je me présente. Il y a toujours quelqu'un pour poser cette question. Alors, maintenant, je vais vous dire le fond de l'affaire. J'ai dit, nous avons des adversaires qui mènent une campagne. Mais voyez-vous, si on était tout seul, on pourrait se poser des questions. Dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a dit à quel moment ? Ou alors, nos adversaires nous donneraient la possibilité de reculer et nous diraient, écoutez, est-ce que vous reconnaissez que... Non, ce qu'on nous demande, c'est de céder, c'est-à-dire de renoncer à défendre les Palestiniens. Personne ne propose quelque compromis que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'attaquer LFI sur l'antisémitisme est une réussite stratégique totale pour la droite. Elle a réussi à diviser la gauche, c'est-à-dire en divisant le camp antiraciste. Ils ont réussi à opposer comme ça deux catégories. Et puis si c'était que nous, comme je viens de vous le dire il y a un instant, on s'inquiéterait. Mais avant nous, il y a eu M. Corbyn, le malheureux, qui lui a craqué en quelque chose comme 2 mois. Moi, je ne craquerai pas.
D'accord? Ni aucun de mes camarades. Avant lui, il y a eu le dirigeant communiste au Chili, dont les mêmes milieux disaient, eh bien, voici l'un des 10 plus antisémites du monde. Comme il a été battu à l'élection interne, on n'a plus entendu parler de ce antisémite du monde. Madame Kirchner, c'est curieux, ça tombe toujours sur les gens de gauche. Madame Kirchner, en Argentine, on a essayé de lui coller sur le dos un attentat qui a eu lieu il y a plus de 40 ans dans une synagogue et qui avait été une horreur. Bon, l'attentat. Alors, ça va, on a compris le message. L'ensemble des forces qui soutiennent, premièrement, la première ligne qui est M. Netanyahou et son gouvernement. La deuxième ligne, qui est mieux cachée, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ceux-là font comme une seule et unique campagne contre tous ceux qui s'opposent à eux. Font la campagne de les désigner comme des antisémites. Bon, bah, c'est la vie. Vous savez, avant, les communistes, on les accusait tous de vouloir préparer l'invasion par les chars de l'armée rouge. Eh bien, maintenant, c'est ça. Voilà, les insoumis sont la nouvelle cible utile pour la droite et leurs alliés. Je vous ai dit au début de cette émission que vous auriez du temps pour développer vos idées, vous en avez, mais malgré tout, cette émission a un terme et on approche. Est-ce que vous pensez que la situation au Proche et au Moyen-Orient profite à Vladimir Poutine, qui voit les regards se détourner en partie de la guerre qu'il livre à l'Ukraine? Sans doute. Je pense que M. Netanyahou se contrefiche des autres. Il ne s'intéresse qu'à une chose lui-même. Après tout, c'est son boulot. Il a dit d'abord qu'il changeait la carte du Moyen-Orient et qu'il était le lion rougissant que le monde allait... Parce que tout ce vocabulaire absolument invraisemblable serait tenu par, je ne sais pas, n'importe quel homme de gauche ou de femme de gauche quelque part dans le monde, tout le monde crierait à la folie, à la paranoïa et tout. Lui, non, ça dérange pas. Et hier, il a dit même qu'il était en train de changer le monde. Oui, donc, mais pour revenir je vous parlais de Vladimir Poutine. Mais j'ai compris, mais c'est bien pourquoi je vous dis que les excès de cet homme sont un paravent extraordinaire, car nous ne pouvons pas accepter que la Russie ait envahi l'Ukraine. Et j'attends avec impatience le jour où on pourra discuter des causes de la guerre là-bas. Et est-ce que je n'avais pas raison quand, dès 2008, j'ai dit que l'idée de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN provoquerait la guerre? Eh bien, vous avez la guerre, mais bien sûr, quiconque oserait dire... L'histoire vous donnera raison, vous pensez? Non, je pense qu'elle m'a déjà donné raison, que ça sert à rien d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qu'il faut, c'est peser sur les événements. Donc moi, je sais que j'ai intérêt à me battre tout le temps contre les gens qui envahissent leurs voisins, parce que mon pays, la France, a été envahi 3 à 4 fois par le voisin. Comment les relations entre la France et l'Algérie pourraient-elles devenir harmonieuses, d'après vous? Ah, mais c'est compliqué, parce que je vous rappelle que nous sommes une puissance coloniale, nous y avons mené une guerre pour nous maintenir, que nous avons perdue, et il y a évidemment beaucoup de restes, de traces de cette guerre, aussi bien ici d'ailleurs que là-bas. Ici, vous avez tous les nostalgiques. Je suis moi-même pied noir, mais je ne suis pas un nostalgique. Parce que le temps a passé, que voulez-vous, maintenant, il faut vivre avec son époque. J'ai dit une fois, la guerre est finie, maintenant on s'aime. Il y a des 3,5 millions de binationaux. Bon, voilà, nous vivons ensemble, c'est bon. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Retailleau, c'est, vous savez, cette vieille droite, ils n'ont pas tout très bien compris. Alors, ils aimeraient tellement continuer la guerre, tellement continuer... Vous comprenez, il y a une forme de jubilation. Les tensions entre l'Algérie et la France ne datent pas de l'arrivée de Bruno Retailleau à Place Beauvau. Personne avant lui ne l'a mis en exergue comme ça. Ouais. C'est la première fois qu'on voit sur tous les kiosques dans Paris la photo de M. Retailleau avec marqué en dessous, c'est Valeurs Actuelles qui a fait ça. L'Algérie n'a pas le droit d'humilier la France. Le problème, si on le pose comme ça, c'est on en vient aux mains en 5 minutes. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Comment peuvent-elles être harmonieuses? Il faut être très, méticuleux. Subtil. Pardon? Subtil. Je ne sais pas si c'est subtil, parce que tout le monde ne l'est pas tout le temps. Je n'ai pas l'intention de donner tort qu'à M. Retailleau. Je pense aussi que peut-être, des fois, en Algérie, on a un peu profité des circonstances pour pouvoir faire monter le ton. Et parce que c'est comme ça, je vous dis, nous avons une guerre, et bon... Alors, ce qui est important, c'est qu'on respecte le droit tout le temps, d'une manière extrêmement pointilleuse, et qu'on s'évite les grands mots. Et ce n'est pas M. Retailleau, le ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, il est prié de s'occuper d'autre chose que du domaine qui est celui du ministre des Affaires étrangères. En un mot, êtes-vous préoccupé par la situation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est en prison depuis 7 mois? Oui, comme en Algérie. Ouais. Qui est-ce qui oserait ne pas être... Tout le monde était très inquiet. Moi aussi. Merci. Quelque chose d'autre? Merci. Non, on est arrivé au terme de l'émission. Merci. Oui, mais par exemple, vous me demandez pas si je suis inquiet de l'arrestation de Madame Christina Kirchner en Argentine. Mais parce que j'ai plus le temps là. Ah oui, non, mais l'émission est terminée. Ne racontez pas d'histoire. En effet. Merci. Merci.